On lance. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En ce mercredi 29 juin 2022, on est ravi de recevoir Monsieur Djelfaoui pour une présentation sur Anna Grecki, un livre nommé Algérie, capitale Alger. Et donc, c'est un livre qui va parler de ces Européens qui ont pris position pour la cause algérienne et se sont sacrifiés et ont partagé leurs émotions vis-à-vis de la révolution algérienne, qui est une révolution unique puisque c'est une des rares révolutions dans le monde où il y a une identité nationale, mais où la religion, la race, l'opinion politique n'est pas une base. Et ça, c'est vraiment un exemple de partage et une nouvelle façon d'être qui devrait être un exemple, d'abord chez nous, parce qu'il faut reprendre ces principes, et partout dans le monde. Et donc, je remercie M. Djelfaoui d'avoir accepté l'invitation. Je remercie M. Tariq Alili d'avoir invité notre hôte. Et je remercie Dr Maha Chaïb d'avoir organisé cette soirée littéraire. Et donc, dans ce contexte, on est ravis de vous accueillir. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Je citerai Dr Hanifa Brahimi qui a lu ce livre, qui partagera avec nous ce soir ses émotions et son expérience et l'expérience de son mari qui a vécu quelque part, l'autre part de ce qu'a vécu Anna Grecki. Donc, sans trop tarder, je vous passe la parole. Je vous remercie et le débat sera également ouvert à la fin. Donc, merci et au plaisir pour le partage. Et quelque part, pourquoi ce genre de journée? Parce qu'on est là également pour travailler le neuro-existentiel, le neuro-émotionnel, la libération transgénérationnelle et permettre quelque part de sortir de l'indifférence cartésienne et aller vers le détachement pragmatique pour permettre à tout le monde de participer à une vision détachée et permettre de tirer les enseignements pour le présent et l'avenir à partir des faits historiques. Et je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ce que vous dites, nous sommes en plein dans la poésie. La poésie transcende les races, s'il y en a, transcende les différences, les générations, transcende aussi toutes ces difficultés de compréhension qui peuvent exister entre les cultures, entre les hommes, entre les générations, tous les clivages ou les faux clivages. Et d'ailleurs, Anna Grecki est un bel exemple, un très bel exemple. Pour vous donner quelques éléments simplement d'information qui nous permettront de mieux réfléchir à la personnalité poétique de cette belle dame, de cette noble âme. Anna Grecki est née en 1931 à Batna. Donc, il faut imaginer l'Algérie des années 30. C'est un pays agricole, c'est un pays où il y a peu de routes, c'est un pays, quand vous dites Batna, c'est quand vous dites aujourd'hui Tamanrasset, par exemple. Et ses parents sont à cette époque-là des enseignants, mais des enseignants qui sont spécialisés dans l'enseignement des autochtones, c'est-à-dire qui parlent un peu arabe, ses parents, qui sont formés pour discuter avec les enfants d'Algériens, c'est-à-dire nos compatriotes, et non pas les enfants d'Européens. Et donc, elle naît dans ce premier climat, c'est-à-dire déjà avec ses parents, il y a un premier lien, un lien humain, un lien pédagogique de volonté de transmission d'un certain savoir, même s'il n'est pas important, d'une transmission de savoir par ses parents à des élèves algériens des Aurès.
En plus, ils habitent un petit village, Mnéa, qui est un village vraiment perché dans les Aurès et qui est la route des caravanes qui va de Batna vers Biskra. Alors, Anna Grecki a vu dans son enfance passer des caravanes de chameaux. Elle a vécu donc dans un climat euh, que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas aujourd'hui, par exemple. Elle a eu le temps de voir des gens passer, discuter, manger, s'arrêter, boire, etc., etc. Elle était gosse. Mais ce sont des images qui marquent. Elle a dû voir leur misère. Elle a dû voir l'effort qu'ils faisaient parce que c'était des marcheurs, etc. Donc, elle naît dans ce contexte. Le deuxième contexte, c'est qu'il ne faut pas oublier que 1930, c'est 2 ans après le grand crash de 1929 aux États-Unis. Donc, le prix du blé a augmenté de façon incroyable en Algérie. Ça a donné des répercussions terribles sur le niveau de vie même des Algériens qui était déjà très bas. On ne pouvait pas acheter le gamh, etc., au même prix qu'on l'achetait auparavant. Et donc, elle a été le témoin d'une misère accrue à ce moment-là. Donc voilà déjà pour situer un peu l'époque et en sachant que les Aurès, à cette époque-là, est une région d'Algérie qui est isolée. Jusqu'à aujourd'hui, les Aurès, c'est pas un peu comme les hauts plateaux d'Algérie ou c'est pas comme l'Algérois, c'est pas comme la région d'Annaba ou la région d'Oran. Ce sont de très grands espaces qui sont très peu, si vous voulez, coupés par des routes, des autoroutes, etc. Ce sont donc des populations qui ont gardé un mode de vie très ancien, très traditionnel, très solidaire. Donc, elle va vivre à la fois la misère des gens qu'elle a en face, mais aussi dans la solidarité. Vous voyez, c'est très important. Ce sont des choses élémentaires, mais qu'on va retrouver dans sa poésie, qu'on va retrouver d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez, rien que pour vous situer un peu comment dire, ce contexte du premier, de la première ville où elle a vécu, enfin, premier village, premier hameau, il y a il y a un long poème qu'elle écrit en 1958 en prison qui s'appelle Mnéa. Mnéa. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais pour vous donner, alors elle l'écrit en 1958, alors 31, 41, 51, elle a 27 ans. Et voilà les souvenirs qu'elle a en prison, hein, à 27 ans. Même en hiver, le jour n'était qu'un verger doux, quand le col du Guerza s'engorgeait sous la neige. Les grenades n'étaient alors que des fruits, seule leur peau de cuir saignait sous les gourmandises. On se cachait dans les maquis crépus pour rire, seulement les fusils ne fouillaient que gibier, et si la montagne granitique sautait à la dynamite, c'était l'instituteur, mon père, creusant la route à sa Citroën. Ça vous donne tout de suite un contexte sur son enfance. C'est son père qui a creusé une partie de la route qui mène au village de Ménard. J'imagine cette population de gens de l'agriculture et de nomades qui ont dû voir pour la première fois une auto, une Citroën dans cette région, sur cette crête. Donc, on l'a dans un poème. Et ce poème est écrit dans une prison. Et ce poème, elle l'écrit clandestinement. Iril Hariz me racontait, elle ne savait pas que c'était un agriki. Elle-même ne savait pas qu'elle était un agriki parce qu'elle va prendre le nom d'un agriki plus tard, le nom de poète. Et donc, Iril Hariz me disait, on avait cette personne à côté de nous qui était très humaine, etc., et qui écrivait avec un stylo qu'elle avait acheté à la cantine de la prison, le stylo Bic, il venait d'être inventé. Vous voyez, c'est des choses banales, mais... Et elle écrivait en mettant la paillasse sur ses genoux. C'est-à-dire, elle écrivait sous la paillasse pour que la geôlière, quand elle ouvrait le regard, elle ne pouvait pas voir qu'elle était en train d'écrire. Sinon, on lui aurait enlevé les papiers.
Vous voyez? Donc, voilà une condition de la naissance d'une partie de la poésie algérienne en prison. Vous imaginez? Je vais revenir un peu plus haut, un peu plus. Je voulais commencer avec cette présentation d'Anna Grecki par quelqu'un que nous connaissons tous, j'espère, je crois, qui est Mostafa Al-Sharaf. En fait, le grand présentateur de Anna Grecki en 1962-63, parce qu'elle n'était pas très connue, et je vais vous dire après pourquoi elle n'était pas connue, parce que c'est quelqu'un de très discret, et ce n'est que plusieurs années plus tard que des gens qui l'ont connue sous le nom de Colette Melki ou de Colette Grégoire vont faire le lien avec Anna Grecki. Ils ne savaient pas que c'était Anna Grecki. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'Ashraf, en 1962, en juillet 62, a quitté la prison de Fresnes, où il était emprisonné avec Aït Ahmed, avec Boudiaf, avec d'autres, avec les 6 autres. Et il est à Alger, et le FLN lui a donné la responsabilité du journal El Moudjahid. Donc, il est responsable d'El Moudjahid. Alger est dans une situation inextricable, pour ne pas parler de l'Algérie. Il n'y a pas d'imprimerie qui peuvent fonctionner, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'encre, il y a des coupures d'électricité, les soldats français sont encore là, il y a des problèmes avec l'eau, il y a des problèmes avec les hôpitaux, il y a pas de... D'ailleurs, pour les hôpitaux, les médecins sont partis. Et d'ailleurs, une amie, il y a j'ai oublié le nom, peut-être tout à l'heure, ça va me revenir, elle était intime avec une amie algérienne qui vivait à Ramp-Vallée, c'est-à-dire le quartier juif d'Alger, et qui était la secrétaire de Frantz Fanon. Donc, ils arrivent à Alger, et cette amie va prendre en charge l'hôpital de Drid Hussein, parce qu'il n'y avait plus de cadres, il n'y avait personne, il y avait quelques infirmiers, etc. Et donc, dans cette situation chaotique d'Alger en 1962, ou pour vous donner un exemple, par exemple, le premier journal qui paraît est le journal Alger républicain. Et comme il n'y a pas assez de papier, comme il n'y a pas d'encre, comme il n'y a pas de diffuseurs, comme il n'y a pas d'essence, etc., Alger républicain est tiré à quelques exemplaires sur une seule page, sur une seule face, et il est collé à des arbres pour que les gens viennent le lire ensemble autour d'un arbre. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Voilà la situation d'Alger avant le 5 juillet 1962. Donc, Anna Grecki, à ce moment-là, est en rapport avec l'Ashraf. Elle le connaît. L'Ashraf connaît très bien Kateb Yassine, Issia Kham, il connaît il connaît Ma'amri, il connaît, etc. Et donc, il connaît très bien Anna Grecki. Il fait une préface magnifique de synthèse, de décence, d'inspiration sur cette poétesse. J'insiste parce que la littérature a besoin de transmetteurs. Et là, on a un transmetteur de génie qui est un homme politique, qui est un homme de parti, qui est un homme qui va devenir un très grand ambassadeur, et ensuite un ministre, et ensuite le conseiller de Boumediene, et qui est un très grand littéraire. Donc, on a la chance, en la personne de l'Ashraf, d'avoir une transmission extraordinaire. Il faut lire l'Ashraf. D'ailleurs, je vous convie, vous avez certainement dû le lire, il a écrit son dernier livre, s'appelle « Des noms et des lieux », où il raconte son enfance à Sidi Aïssa. Et il raconte le rapport qu'il a avec un... Et c'est un rapport avec un Grecki, hein. Un rapport avec celui qui lui a appris le Coran, c'est-à-dire son maître à l'école coranique. Et il raconte que cet homme qui lui a appris le Coran était un véritable intellectuel. Il était pauvre, il avait une chambre, il n'y avait rien dans cette chambre, il mangeait un jour, il ne mangeait pas l'autre jour, mais c'était quelqu'un, par exemple, qui était lié avec un fripier qui venait d'Alger et que quand il venait vendre les fripes à Sidi Aïssa, il ramenait avec lui des revues du Moyen-Orient qu'il trouvait à Alger, des revues en arabe. Et tout le monde était content à Sidi Aïssa, particulièrement l'enseignant du Coran de Mostafa Al-Sharaf, qui lui permettait de lire
les dernières revues du Moyen-Orient, les nouvelles, les poèmes, les études historiques sur la littérature arabe, etc. Donc, vous voyez un peu le... Je reviens à Nagreki. Donc, il présente d'une manière extraordinaire Anagreki et il la replace dans le contexte de la Révolution. Il montre bien le rapport entre poésie, militantisme, révolution, solidarité. Pour lui, pour l'Achraf, ça n'est pas une Européenne, c'est une Algérienne. À aucun moment, il ne parle d'une Européenne. L'Achraf parle d'une poétesse algérienne. Et d'ailleurs, si jamais Anna Grecki était toujours vivante et qu'on lui aurait dit vous êtes européenne, parce qu'il était très colérique, elle aurait sauté sur la personne qui lui aurait dit ça. Elle était algérienne, elle était à 100% algérienne. Voilà donc sur la question un peu de l'Achraf. Alors, Anna Grecki. D'abord, une précision, elle prend le nom d'Anna Grecki après sa sortie de prison, pas sa sortie, elle sort de prison en 59, elle est mise pendant quelques mois dans un camp de transit militaire à Bni Messous avant d'être expulsée d'Algérie. Elle est expulsée en France. Un ami poète que je connais et qui est mort, Serge Beck, qui était un poète qui écrivait en languedoc, donc un dérivé de la langue arabe du temps de l'Andalou, etc. C'est lui qui lui avait trouvé un poste d'enseignante pendant quelques mois dans le sud de la France avant que le FLN n'appelle Anna Grecki à Tunis. Et donc, à ce moment-là, un groupe de poètes français progressistes, dont Aragon, dont beaucoup d'autres, se sont ligués pour faire un numéro spécial d'une revue qui s'appelait Algérie. Et c'est là où elle publie pour la première fois 2 poèmes sur Jacqueline Guérouge et sur une autre militante sous le nom d'Anna Grecki. C'est-à-dire pour la première fois, c'est en 1960, dans une revue en France, que le nom d'Anna Grecki apparaît. Anna Grecki, pourquoi Grecki? Beaucoup de gens se le posent. C'est parce que son nom de famille, c'est Grégoire. Et le nom de son mari, c'est Melki. Donc, elle a associé Grégoire et Melki qui donne Grecki. Donc, à la fois, c'est une référence à la Grèce antique et en même temps une référence à ses parents et une référence à son mari. Et c'est une grande poétesse. Voilà un peu le lien d'apparition d'Anna Grecki. Et donc, Anna Grecki va vivre à peu près quelques mois dans le sud de la France avant de rejoindre Tunis, où elle rencontrera beaucoup de gens. Mais personne ne sait que c'est Anna Grecki parce qu'elle vivra toujours sous le nom de Colette Melki. Je vais vous raconter une histoire à ce propos de si vous voulez, comment la simplicité et la non-volonté d'Anna Grecki de ne pas apparaître pour ce qu'elle était. Quand, à l'indépendance, elle a repris ses cours à l'université d'Alger. Elle faisait une licence de français. Elle était très douée. Et elle avait pour professeur le célèbre professeur Jamel-Din Benchir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Jamel-Din Benchir a traduit les contes des Mille et une nuits en français. Et donc, Jamel-Din Benchir était très content de son étudiante. Et il ne savait pas que c'était Anna Grecki. Elle ne lui a jamais dit. C'est une fois qu'elle est morte, il s'est aperçu que c'était Anna Grecki. Pour vous dire, même Djemal Amrani, qui était un très grand poète algérien, qui était son ami, qui était l'ami d'Anna Grecki, mais qui la connaissait sous le nom de Colette Melki, et qui l'a rencontrée même en prison. Si vous avez lu le livre, il y a une séquence où Djemal Amrani, dans le couloir, rencontre Anna Grecki, et Anna Grecki lui dit qu'une des militantes du FLN est toujours vivante. Et c'est Djemal Amrani qui va transmettre l'information au FLN. Mais même après l'indépendance, plusieurs mois après l'indépendance,
Djemal Amrani ne savait pas que Colette Melki était Anagriki. Il lisait les poèmes d'Anagriki, mais il ne savait pas que la femme avec laquelle il allait déjeuner avec elle et son mari, il ne savait pas que cette femme était la poétesse dont il lisait les poèmes. Elle vivait dans la clandestinité, si vous voulez. C'est pour vous donner aussi une idée de l'époque. Cette époque-là, les gens ne parlaient pas de ce qu'ils vivaient, ne parlaient pas de leur rapport politique, ne parlaient pas de leur responsabilité militante. Donc, c'est très tard qu'on a su que Anagreki était Anagreki. Voilà. Je ne sais pas si, parce que je vais dans tous les sens un petit peu, pour essayer de vous donner une idée de la personnalité de cette poétesse. Et je crois que ce qui a formé fondamentalement la poésie d'Anagreki, je crois que c'est les années d'emprisonnement et de torture qu'elle a subies, d'abord à la Villa Sizini, à Alger, ensuite l'emprisonnement qu'elle a subi à Barberousse, et c'est là où elle prend pleinement conscience de la profonde algérianité. Parce que dans cette cellule, il y avait des catholiques, il y avait des militantes libérales, il y avait même Fadela Dzelia avec elle. Fadela Dzelia a été dans la cellule d'Anagreki pendant quelques semaines parce qu'elle était celle qui rassemblait l'argent dans le… En fait, elle travaillait avec Yassef Saadi. Et Yassef Saadi se servait d'elle pour ramasser les fonds et les transférer. Et donc, à un moment donné, elle a été soupçonnée de complicité avec le FLN, mais il n'y avait pas de preuves. Donc, elle était en prison avec un Agreki, avec Eril Hariz, etc. Et parfois, elle leur chantait des chansons. Et vous imaginez Fadela Dzelia chantant dans une cellule de prison à Barberousse, à Anagreki, Eril Hariz, etc. Le film qu'on aurait pu faire, les séries télévisées qu'on aurait pu faire, les romans qu'on aurait pu faire sur cette histoire complètement extraordinaire. Voilà un peu, si vous voulez, je vais très vite. Hein. Il y a une autre, poétesse qui est avec Anagreki dans la même cellule. C'est la sœur du commandant Asdin, Zhor Zerari. Zhor Zerari est dans la même cellule qu'Anagreki. Et elle va aussi écrire, Zhor Zerari, un livre qui s'appelle Carnet de prison, qui a été paru chez Bouchen. Il y a une autre poétesse qui a plus fait du théâtre, qui était dans la même cellule aussi. C'est celle qui… j'ai oublié le nom. C'est Djabali, qui était dans la même cellule que Anagreki. Il y a Fathallah aussi, qui est avec elle, qui était à la radio à l'époque et qui lisait des poèmes, il a khéré. Vous voyez donc, ce n'est pas n'importe quel monde qui se retrouve dans cette prison de Barberousse dans la cellule des femmes. C'est assez extraordinaire, c'est assez curieux, c'est assez étonnant. Alors, Anagreki, aujourd'hui, c'est important d'en parler parce que ce n'est pas simplement un problème de personnalité, c'est l'écriture. Aujourd'hui, parmi tous ceux et celles qui ont écrit pendant les années 50, comme Kateb Yassine, Malik Haddad, Bachir Hadj Ali, etc., Anagreki est une représentante modèle de la littérature algérienne de la guerre. Alors, je vais essayer de vous lire un poème pour… j'espère que je vais le retrouver tout de suite. Je tombe sur Le Camp, qu'elle a écrit en 1958. C'est le plus simple, mais je pense qu'il est, il est significatif de ce qui se passait à cette époque en 1958 en Algérie. Barouaguia, camp du maréchal Lodi, Beni Messous, Paul Cazel, Saint-Leu, Ben Aknoun, Aflou, et j'en oublie, notre livre de géographie a des images. Les écoliers n'ont plus besoin de bûchettes. Ils apprennent à compter sur les morts de leur quartier désert, livrés aux femmes perdues dans des maisons démesurées et portent des narcisses du matin
à l'institutrice maternelle. Les petits bergers suspendus au flanc de l'Atlas ont perdu leurs troupeaux, mais gardent des hommes dans les lentisques et les arbousiers. Les chameaux aux longs cils venus de Biskra débouchent sur l'abreuvoir de Batna, portant un ciel déhanché, débouchent un à un près du camp militaire, au milieu des soldats français qui ont les yeux baissés. Vous voyez le type de description de l'Algérie qu'elle fait simplement en apposant les noms des camps de concentration de l'époque. Donc, c'est un très grand écrivain. C'est vraiment un très grand poète. Elle a très bien décrit aussi. Vous m'arrêtez si vous voulez. Hein, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas m'arrêter. Hein, on m'arrête. On apprécie. Voilà. Alors, Voilà. par exemple, elle décrit l'univers carcéral. J'espère que je vais le retrouver. L'univers carcéral, elle le décrit d'une manière inouïe. Alors, attendez. Alors, bonheur interdit. Bonheur interdit. Pas un poisson, ni d'eau, pas un oiseau, ni d'arbre, mais le ciel qui s'éloigne plus haut que nos regards. Pas une porte ouverte et pas une nuit close, mais des sommeils sans air aux soleils électriques. Pas un silence seul, pas un îlot d'absence, mais des poignées sans montre et des yeux sans paupières. Pas de feu, pas d'amour, pas de mer, pas de lune, pas de fleurs, pas d'enfants, pas de paix, pas de choix, pas de droit à la parole, pas droit à la chanson, chacun à tour de rôle, pas droit à notre droit, etc., etc. Vous voyez, en quelques mots simples, vous dites, mais vous êtes où là? C'est pas possible. Il n'y a ni poisson, ni eau, ni montre, ni rien. Elle le fait avec une simplicité désarmante, extraordinaire. Et c'est ça, l'univers carcéral. Il n'y a rien. Il n'y a que des murs de béton. Et c'est en cela qu'elle est une très grande poétesse. C'est-à-dire, elle n'écrit pas des tracts. Elle ne dit pas prenons les armes et allons combattre et tirant le coup de fusil. Elle met cette civilisation qui a des siècles derrière elle de musées, comme vous disiez tout à l'heure, de pensée rationaliste, etc. Elle la met devant la torture. Elle la met devant des camps de concentration. Elle la met devant des réalités qu'elle ne veut pas voir. Vous savez que, comme moi, que la France n'a jamais voulu reconnaître la guerre d'Algérie, on disait les événements. Ce n'est que très récemment qu'on a parlé de la guerre d'Algérie. C'est des années après la fin de la guerre d'Algérie qu'on a reconnu qu'il y avait une guerre en Algérie. Mais avant, moi, de mon enfance, on disait les événements d'Algérie. C'est comme les événements du football, les événements de foule, etc. Ce n'est pas une guerre. Il ne menait pas de guerre. Mais elle montre qu'est-ce que c'est que l'incarcération. L'autre aspect qui n'est plus simplement de la poésie, mais qui est le côté algérien profond d'Anna Gréqui, elle part en 1952-53 pour suivre des études à la Sorbonne, des études de littéraire. Et là, elle rencontre un Algérien qui ne fait pas des études littéraires, qui fait des études d'histoire. C'est Ja'far Inal. Il est de Tlemcen. C'est un très grand militant. Il va mourir au Maquis après, en 1956. Il est à ce moment-là à Paris le responsable des étudiants des colonies françaises. Il y a d'ailleurs dans ce groupe, il y a des gens qui sont très célèbres aujourd'hui. Il y a Mohamed Harbi, qui était son ami. Alors, vous voyez le groupe dans lequel elle est. Hein. Il y avait Taleb Ibrahimi, il y avait le ministre de l'Industrie du temps de Boumediene, comment il s'appelle Non. Belaïd Abdeslam. Belaïd Abdeslam. Vous voyez, Yaker. Donc, c'est ce groupe-là qui est à Paris. Elle est dans ce groupe-là. Et ce groupe-là est en relation, et donc ils ne savaient pas que Yaker, Abdeslam allait devenir ministre. Hein. C'était des jeunes qui devaient se débrouiller leur sandwich à midi, etc. Ils devaient se débrouiller une piole la semaine à venir, etc.
personne ne savait que l'Algérie allait devenir indépendante, que des gens allaient devenir ministres, etc. Et elle rencontre donc Ja'far Inal, qui est un très beau gosse, blond, les yeux bleus, etc., qui parlait très bien le français, mais aussi l'arabiya, etc. Et ils deviennent amoureux. C'est une histoire d'amour extraordinaire à Paris. Et Mohamed Harbi me l'a raconté, il me disait, mais c'était quelque chose d'inouï. Et en même temps, il rencontrait Kateb Yassine, parce que Kateb Yassine avait réussi à avoir un appartement d'un photographe qui était parti pour l'Amérique du Sud, et il lui avait laissé les clés de l'appartement. Et comme ils étaient des étudiants et que c'était des années très froides, il y avait même à cette époque-là, paraît-il, des bras zéro dans les rues de Paris, tellement il gelait. Donc, ils allaient chez Kateb Yassine pour profiter de la chaleur. Et donc, la copine d'Anna Grecki me raconte comment Kateb Yassine tirait des fils à travers à travers la chambre, et il mettait les papiers qu'il écrivait, il les accrochait avec des pincettes. Et il lisait comme ça en marchant. Et quand il n'était pas d'accord avec le montage, il enlevait, il le remettait de l'autre côté. Donc, elle a assisté. Vous voyez, c'est le laboratoire de la littérature. Il était en train d'écrire, à ce moment-là, il était en train d'écrire Nejma. Vous imaginez, elle a assisté à des morceaux d'écriture de Nejma. Donc, il faisait le montage. Il n'était pas, non, non, ce chapitre, il faut le mettre là, et non, non, il faut le mettre là. Et il avait une peau de mouton. C'est tout ce qu'il avait, Yassine. Et eux, bon, ils étaient là. Il y avait une autre poétesse, c'était Ouzgan. Elle a un nom de poète, j'ai oublié. Elle était à Paris, à la radio. Elle était d'ailleurs en rapport avec Abdelrahman Isker. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un très grand réalisateur d'origine algérienne qui a travaillé à la ORTF et qui a fait beaucoup de films télévisés policiers, Abder Isker. Dans les gens de ma génération, dans les années 70, on voyait à la télévision algérienne beaucoup de films d'Abder Isker. Elle était en liaison avec lui, c'était donc des réseaux très infiltrés dans la société française. Voilà, donc elle est amoureuse donc d'Inal. C'est un amour extraordinaire, ils s'entendent très bien, ils sont jeunes, ils sont militants, ils sont contre la guerre du Vietnam parce que au moment où ils sont à Paris, c'est la bataille de Dien Bien Pas Phu. entendre Anna Grecki, la poétesse. Oui, Anna Grecki, la poétesse. Allô? Allô? Je suis en ligne? Oui, oui. Alors, vous continuez, on vous écoute. Voilà. alors, elle est amoureuse de Inal. Alors, dès l'effondrement de l'Empire français au Vietnam, avec Dien Bien Phu, ils décident, Inal et Anna Grecki, qui n'est pas encore Anna Grecki, qui est Colette Grégoire, décident de rentrer en Algérie pour rentrer dans les rangs de la Révolution. Même ils en parlent avec Mohamed Harbi. Moi, c'est sur la parole de Harbi, d'ailleurs, que j'ai pu faire cette enquête aussi. Et donc, ils vont rentrer en Algérie. Inal rentre à Tlemcen et à ce moment-là a lieu quelque chose qui est très grave à Tlemcen. Il y avait un médecin qui s'appelait Benzerjeb, qui est très célèbre. C'était un médecin connu, respecté à Tlemcen, etc., mais qui, de temps en temps, sans se faire voir, laissait rentrer les militants du FLN ou les Moudjahidines pour les panser ou leur faire des opérations chirurgicales de première urgence, etc. Or, il est arrêté par les autorités françaises et les autorités françaises disent bon, c'est juste pour un interrogatoire, et en fait, il meurt sous les interrogatoires. Et alors, il y a des manifestations monstres pendant 3 jours et 3 nuits à Tlemcen, et l'organisateur de ces manifestations, c'est Inal. Donc, vous voyez comment les choses. Et il y a quelqu'un à ce moment-là qui filme à Tlemcen, qui filme ces manifestations pour une télévision américaine.
Et ce caméraman qui filme ce qui se passe à Tlemcen durant ces manifestations n'est autre que Chanderly, un des premiers cinéastes algériens qui va se retrouver à Tunis. Donc, vous voyez comment l'histoire est… C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, moi, avec Anna Grecki, c'est cette capacité à passer d'un personnage à un autre et à avoir comme ça un kaléidoscope extraordinaire de personnalité de la guerre de libération nationale. Alors, une fois qu'il est reconnu comme celui qui a monté les manifestations de Tlemcen, Inal est obligé d'entrer dans la clandestinité. Il ne peut plus retourner chez ses parents et il se cache dans un poste d'électricité qui est derrière le lieu où les Français faisaient leur torture à Tlemcen. Pas très loin de ce qu'on appelle, je crois, le boulevard de Paris ou quelque chose comme ça, ou la rue de Paris. Et il est obligé de monter au maquis. Mais avant de monter au maquis, il descend à Alger parce qu'il y avait eu, entre-temps, le fameux camion de Maillot. On avait pris un camion avec plein d'armes, etc. Et il y avait eu une distribution d'armes. Et donc, Inal était descendu à Alger dans le train, habillé en femme, pour prendre une part du matériel militaire et le ramener à Tlemcen. Et il va rencontrer, pour la dernière fois, Anna Grecki chez les Guérouj, c'est-à-dire le mari de Jacqueline Guérouj, à Ain Taya. Et ils vont passer 3 jours et 3 nuits ensemble avec les Guérouj et leurs enfants devant la mer. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Ils remontent au maquis. Elle repart sur Annaba. Lui, il va au maquis, il va rester quelques mois. Il va aller à Oujda, parce que c'est après le congrès de la Soumam. Il transmet les documents du congrès de la Soumam à Oujda. Il revient d'Oujda. Et dans le retour à d'Oujda, quelques semaines après, il est pris dans une attaque d'un convoi militaire français et il va être torturé pendant 1 semaine avant d'être tué dans des conditions atroces. Et elle rentre à Annaba, elle revient à Alger, mais elle est chargée de trouver des planques pour les personnalités politiques des partis. Et à un moment donné, les gens des services des paras vont remonter la filière et ils vont la retrouver. Ils ne lui mettent pas la main dessus. Elle part à Annaba, elle se sauve, Annaba chez ses parents, et finalement, elle va revenir parce qu'elle sait qu'elle sera d'une manière ou d'une autre arrêtée. Elle préfère revenir d'elle-même, ne pas mettre en difficulté ses parents. Et à l'arrivée à Alger, à la gare, elle est prise en charge par les paras, amenée à la villa Suzini, torturée pendant plusieurs jours, etc. Voilà. Voilà à peu près. Donc, c'est une vie à la fois héroïque, tragique, très complexe, où il faut beaucoup de courage, il faut savoir serrer les dents, ne rien dire, continuer à donner l'exemple aux autres, surtout, ne pas faillir. Et la bataille d'Alger a commencé, c'est-à-dire que Massu vient de s'installer à Alger, il a tous les pouvoirs, elle est en prison. Donc, il faut voir le contexte dans lequel elle est. Si vous voulez comprendre un peu à ce moment-là la rage de vivre qu'elle a, elle le dit dans un poème qui est magnifique. Je m'excuse, mais je vais vous le lire. Il est très long, mais je vais vous en lire des extraits. Avec la rage au cœur. Elle l'a écrit en prison. Hein. Ou en entier. Hein. En entier. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. C'est ma manière d'avoir du cœur à revendre. C'est ma manière d'avoir raison des douleurs. C'est ma manière de faire flamber des cendres à force de coups de cœur, à force de rage. La seule façon loyale qui ne ménage une route réfléchie au bord du naufrage. Avec son pesant d'or, de joie et de détresse, ses lèvres de ta bouche, ma double richesse. À fond de cale, à fleur de peau, à l'abordage, ma science se déroule comme des cordages judicieux où l'acier brûle ses méduses, secrètes que j'ai draguées au fin fond du large, là où le ciel aigu coupe au rasoir la terre, là où les hommes nus n'ont plus besoin d'excuses pour rire déployés sous un ciel torsionnaire.
Ils m'ont dit des paroles à rentrer sous terre, mais je n'enterrai rien, car il y a mieux à faire que de fermer les yeux quand on ouvre son ventre. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur, avec la rage au corps, aimer comme on se bat. Je suis impitoyable comme un cerveau neuf qui sait se satisfaire de ses certitudes. Dans la main que je prends, je ne vois que la main dont la poignée ne vaut pas plus cher que la mienne. C'est bien suffisant pour que j'en aie gratitude. De quel droit exiger, par exemple, du jasmin qui soit plus que parfum, étoile plus que fleur? De quel droit exiger que le corps qui m'étreint plante en moi sa douceur à jamais, et que je te sois cher parce que je t'aimais? Plus souvent qu'à mon tour, parce que je suis jeune, je jette l'encre dans ma mémoire et j'ai peur quand de mes amis l'ombre me descend au cœur, quand de mes amis absents, je vois le visage qui s'ouvre à la place de mes yeux. Je suis jeune, ce qui n'est pas une excuse, mais un devoir, exigeant un devoir poignant à ne pas croire qu'il fasse si doux ce soir au bord de la plage, prise au défaut de ton épaule à ne pas croire. Dressé comme un roseau dans ma langue, les cris de mes amis coupent la quiétude meurtrie pour toujours. Dans ma langue et dans tous les replis de la nuit luisante, je ne sais plus aimer qu'avec cette plaie au cœur, qu'avec cette plaie dans ma mémoire rassemblée comme un filet, grenade désamorcée, la nuit lourde roule sous les lauriers roses, là où la mer fermente, avec des odeurs de goudron chaud dans la houle. Je pense aux amis morts sans qu'on les ait aimés, eux que l'on a jugés avant de les entendre. Je pense aux amis qui furent assassinés à cause de l'amour qu'ils savaient prodiguer. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur, à la saignée des bras, les oiseaux viennent boire. C'est plus que de l'éluard. Sincèrement, hein, c'est très puissant, c'est très fort. Et on voit ce que c'est que la guerre. Dans le cœur, dans l'âme d'une militante, c'est plus un problème de fusil, c'est plus un problème de cartouche, c'est un problème de vision. C'est un problème, là, c'est une détermination. Elle est en prison, avec le béton, avec la pierre, on ira à l'indépendance. C'est ça ce que ça veut dire. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la torture, on ira. C'est Ben Mehdi, c'est tous ceux qui sont partis. C'est en cela qu'aujourd'hui, si vous voulez, Anna Grecki nous est importante. C'est un témoignage de première main, un témoignage vécu. Ce n'est pas un témoignage rapporté par quelqu'un d'autre. Je vais vous raconter une histoire. Je passe d'une chose à une autre. En prison, les premiers jours, elle était brisée parce qu'elle sortait de la torture. Et puis, elle s'est reprise. Elle s'est reprise et elle a commencé à organiser les femmes. Alors, ils ont trouvé un système d'organisation parce que tout le monde n'était pas du même niveau social. Donc, il y en avait qui recevaient des couffins avec des oranges, un peu de trucs, etc. Il y en a qui ne recevaient rien. Donc, c'est elle, avec une autre camarade à elle, qui faisait le partage égal pour toutes dans la cellule. Donc, vous voyez déjà l'organisation politique à l'intérieur de la cellule. Et c'est extraordinaire. Elle a organisé en partie les cours. Il y avait des cours d'arabe, il y avait des cours de français, il y avait des cours de littérature. Et dans les cours de littérature, tenez-vous bien, elle a fait une conférence sur Proust. Alors, elle avait Fadela Dziria, elle avait Iril Heriz, elle avait des militantes qui venaient du Djbel, et elle fait une conférence sur Proust. Alors, sa camarade qui venait de France pour l'aider en Algérie, elle lui dit, mais enfin, ça ne va pas passer, Proust, ce n'est pas possible. Elle lui dit, t'inquiète pas. Et elle fait une conférence sur un des problèmes assez épineux de Proust. C'est quand il était enfant et il est dans une calèche, il est au fond d'une vallée et en montant la vallée, il voit deux villages. Il voit donc deux clochers. Mais au fur et à mesure que la calèche tourne dans les tournants, etc., il y a un des clochers qui disparaît. C'est donc la relativité des choses, la relativité de la géographie, la relativité de ce que l'on voit. Eh bien, tout le monde a aimé Proust. Elles se sont mises à lire Proust à Barberousse. Proust,
a été, je ne sais pas si on l'étudie à l'université d'Alger aujourd'hui, mais il a été étudié à Barberousse par des militantes du FLN, des militantes libérales, des militantes catholiques, etc., Fadila Zelia, etc., etc. Vous voyez un peu comment peut-on en arriver là? C'est la passion et c'est la poésie, parce que la poésie est sacrée. La poésie, depuis des millénaires, c'est un lien indéfectible avec la philosophie de l'être, avec le don qui nous a été de regarder, d'entendre, de comprendre, de communiquer avec des mots simples. Et ça, elle a ce talent, Anna Grecki. Alors, je ne sais pas à quoi vous dire encore, parce qu'on pourrait en discuter des nuits entières d'Anna Grecki, mais c'était quelqu'un. Alors, pour vous donner une idée de l'honnêteté d'Anna Grecki. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Anna Grecki appartenait au Parti communiste algérien. Bon. Mais la situation pendant la guerre n'était pas celle d'aujourd'hui. Les partis à l'époque s'entraidaient. Par exemple, le FLN avec le PCA, avec les Olama, etc. Ils s'entendaient pour des actions communes. À l'indépendance, elle a été reconnue algérienne. On lui a donné la nationalité et sa nationalité est parue au journal officiel. Alors, une fois, elle est invitée, Anna Grecki est invitée, elle est invitée à l'ambassade de l'Union soviétique. Bon, il y a une soirée, ça on me l'a raconté, je vous la raconte comme vous me l'avez raconté. Elle est invitée et donc il y a des ambassadeurs, il y a des personnalités algériennes, il y a des intellectuels. C'était l'époque, la grande époque de l'Union soviétique. À un moment donné, c'était l'époque où il y avait eu le problème avec Boris Pasternak en Union soviétique. Il avait eu le prix Nobel et le gouvernement soviétique ne l'avait pas laissé aller en Suède recevoir son prix, le prix Nobel. Donc, il ne l'a pas eu. Alors, elle s'approche de l'ambassadeur d'Union soviétique à Alger et elle lui dit, Monsieur l'ambassadeur, nous avons lutté, nous, en Algérie, pour nous débarrasser de la nuit coloniale et de quelque chose qui était exécrable pour l'humanité. Il dit, bien sûr. Il dit, vous-même, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez lutté pour les droits à l'expression, pour la liberté, contre le nazisme, contre le fascisme, etc. Bien sûr, évidemment, et heureusement que nous avons gagné. Alors elle lui dit, Monsieur l'ambassadeur, pourquoi vous interdisez à Boris Pasternak, le poète et le romancier, qui était l'auteur du Docteur Jivago, pourquoi vous interdisez qu'il aille chercher son prix Nobel à Stockholm? Elle prend son sac et elle sort. Voilà Anna Grecki, l'ambassadeur d'Union soviétique. Je ne sais pas si vous représentez à l'époque ce que ça voulait dire. À l'époque de Boumediene, de Bembella, pardon, de Bembella. Castro, non, ce n'était pas Castro. Che Guevara était venu à Alger. Alger était la capitale. Il y avait les mouvements de libération africains. Il y avait les Black Panthers allaient venir à Alger, s'installer à Alger. Vous essayez d'imaginer cette femme. Elle dit ce qu'elle pense. Et quand elle dit ce qu'elle pense, elle le dit en regardant la personne en face d'elle dans les yeux. Et sa poésie, c'est la même chose. C'est plein de douceur. Et alors, ce qui est extraordinaire pour un poète, qui est un poète militant, qui est un poète d'avant-garde, c'est l'élégance de sa poésie. Comment peut-on être élégant alors qu'on est un militant d'avant-garde? On dit à Alger, je ne sais pas si vous le dites chez vous, Dredgi, c'est-à-dire vraiment on est dans le combat féroce, hein, et elle est très élégante. Et à propos de cette élégance, me revient un souvenir. Souvent, on a cru qu'Anna Grecki, parce qu'elle était communiste, parce qu'elle était militante, parce qu'elle a parlé de la guerre d'Algérie, elle a été torturée, que c'était quelqu'un qui s'habillait en jean et simplement. Elle s'habillait des robes, elle aimait la mode, elle s'habillait de très belles robes, elle mettait des gants blancs, et quand elle lavait son linge, elle faisait comme sa mère, quand il fallait le rincer,
elle ajoutait un peu de parfum pour qu'il يشم يريح. C'est ça un agreki. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous voulez que je continue à… Avant de passer aux questions, je voudrais vous lire un autre poème. Sur le côté solidaire, la solidarité. Alors, écoutez comment Anna Grecki parle de cette chose si compliquée qu'on trouve très peu de nos jours. Et elle en parle, enfin, je vais lire son poème. Jamais seul. On n'invente jamais seul. Rien au monde n'est à moi que tu ne m'aies raconté par une façon de voir les choses comme elles sont, par une façon de dire le mot juste au moment bon. On n'invente jamais seul. Tu me vois à ta mesure. Je te veux fort par orgueil, par amour serait plus juste. En vérité, je te veux simplement à mes côtés, dans le meilleur, dans le pire. On n'invente jamais seul. Pas plus les désirs empoisonneurs, énervante rivière de thé tiède, que cette velléité sournoise comme un rongeur repu d'horizon larvé. On n'invente jamais seul. Pas plus la marche en plein ciel quand nous sommes corps à corps avec les monts qui ploient sous le poids de notre science, bonne à faire ressurgir des forêts dans le Hogar. On n'invente jamais seul, ni les villes ancrées sur les roches pétrolifères de l'Atlantique, ni les planètes lancées de main d'homme, de main de maître au beau milieu des étoiles. C'est l'époque de bip bip bip, de Spoutnik, hein, faut pas l'oublier. On n'invente jamais seul, ni le moyen d'être unis sans s'entendre et sans se voir à longueur d'années, de temps, ni le moyen d'être libre avec la joie jaillissant de nos richesses conquises. On n'invente jamais seul, et sur les jalons blessés de notre si simple histoire, chargée de plus d'avenir que de moissons sur la mer, il y a depuis la boue des rêves entrelacés d'inconnus qui nous ressemblent. On n'invente jamais seul. La patience, la confiance, nous tenons leurs fruits en main grâce à des millions d'amis qui furent patients, confiants, longtemps avant nous, pour nous. Voilà. Donc, cette simplicité, cette élégance, cette force, cette joie, et c'est écrit en prison. Elle ne dit pas que c'est triste, c'est gris, j'ai mal au dos, etc. Quand est-ce qu'on va sortir? Jamais. Elle est dehors, elle est de l'autre côté, par l'imagination, par la poésie. Et la liberté émotionnelle. Voilà. Et la liberté émotionnelle. Et elle donne l'exemple à d'autres. Alors, Iril Hariz, vous l'avez dans le livre, mais elle me l'a raconté à plusieurs reprises, parce qu'Iril Hariz, quand ils l'ont attrapée, elle a été mitraillée. Donc, elle avait plusieurs balles dans le dos et elle ne s'en est jamais remise. Elle a été torturée avec les balles dans le dos. Donc, ils l'ont amenée à Barberousse sur un brancard. Et Iril Hariz, les compagnes, donc, chacune avait son tour pour s'occuper d'Iril Hariz. Iril Hariz m'a dit, Louisette, eh bien, le tour que j'attendais le plus, c'était celui d'Anna Grecki, parce qu'elle était douce, on discutait, on était tranquille. Elle n'avait aucun… Je ne comprenais pas comment elle était, cette Française, parce qu'à l'époque, elle était française. Elle ne se rendait pas compte. Elle ne parlait pas. Anna Grecki ne révélait pas ses secrets politiques, etc., parce qu'on ne savait pas qui était dans la prison avec eux, etc. Donc, ils ne parlaient pas de ces choses-là. Donc, elle ne pouvait pas savoir quelles étaient ses responsabilités. Donc, elle était étonnée qu'une Française qui parlait et comprenait le chaoui, parce qu'elle est d'origine kabyle, et elle comprenait donc des mots en tamazir, c'est cette Française qui comprenait un certain nombre de mots chaoui, etc., et qui était pour l'Algérie, etc., etc. Ce n'est qu'après l'indépendance, et malheureusement après la mort d'Anna Grecki, elle est morte en 1966, elle était enceinte d'un enfant, et une nuit de janvier 1966, ils l'ont amenée en urgence à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a peut-être manque de sang ou je ne sais pas. Elle est décédée à l'âge de 35 ans. Vous imaginez si elle avait vécu ce type de femme, qu'est-ce qui serait passé? C'est assez extraordinaire. Voilà un peu, si vous voulez, quelques détails pour que vous ayez une idée. Alors,
c'est toute une histoire de la littérature algérienne aussi, hein. C'est-à-dire que pendant la période avant qu'elle ne parte à Paris faire des études à la Sorbonne, il y avait eu quelques revues d'Européens progressistes. Par exemple, Jean Sénac avait publié une revue. Il y avait eu 2 ou 3 autres revues dans lesquelles publiait le jeune Mohamed Dib, le jeune Kateb Yassine, le jeune, etc. Et donc, c'est comme ça qu'elle prend conscience de la montée d'une nouvelle littérature algérienne qui n'est plus la littérature algérianiste des Européens d'Algérie, mais des vrais Algériens qui sont en train de… et qui avaient 18 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, etc. Donc, elle connaît, avant d'aller en France, elle connaît Dib, elle connaît Kateb Yassine, qui a déjà écrit plusieurs… elle connaît les écrits de Camus, parce que Camus avait écrit des articles d'enquête sur la misère en Kabylie. Donc, elle connaît tout ça. Elle est très, comment dire, elle est très précoce. Elle obtient le bac très vite. Elle devient institutrice très vite, etc., etc., etc. Voilà un peu Anna Grecki. Un autre, et je m'arrêterai là, un autre aspect de la personnalité d'Anna Grecki, elle habitait pour brouiller les pistes de la recherche policière coloniale. Elle habitait une pension de famille qui était à côté de la télévision. Vous imaginez, la télévision algérienne, la télévision française, l'ORTF, et c'était une pension de famille qui était à côté. Elle habitait une chambre de cette pension. Et je vais vous raconter. Alors, elle était dans une annexe de l'école des instituteurs qui était sur le boulevard Bru à l'époque et qui était le boulevard des Martyrs. Et elle allait à pied avec une de ses camarades, ils allaient à cette école. Et à l'époque, il n'y avait pas de supérettes, il n'y avait que des épiciers, etc. Et il y avait déjà les patrouilles des bérets verts, des bérets rouges, etc., avec leurs jeeps, etc., qui faisaient peur à tout le monde. Pour remonter le moral des épiciers, elle passait devant l'épicerie, elle rentrait dans l'épicerie et sa compagne me disait, elle se mettait à siffloter Min Jibalina. C'est-à-dire, elle disait à l'épicier, on est là, il ne faut pas baisser les bras. Et sa compagne qui était dehors sur le trottoir, elle me disait, j'étais givré parce que si une Jeep était passée à ce moment-là et qu'ils avaient seulement entendu une note de Min Jibalina, ça aurait été fini pour elle. C'était ce caractère. Elle avait ce caractère, Anna Grecki. Et donc, on a une très belle poétesse, on a vraiment une femme magnifique, une femme de tête, une femme humble, une femme qui aime la mode, qui aime bien s'habiller, qui a beaucoup d'amitié autour d'elle. Et c'est ce que nous pouvons, en lisant Algérie, capitale Alger, c'est un trésor, c'est un patrimoine que nous avons à notre disposition. Ce livre qui a été publié en 1963 en Tunisie n'a pas été réédité. Vous imaginez? Il faudrait le faire en ce 60e anniversaire de la Révolution, parce que c'est une image fabuleuse de la Révolution. C'est une image gagnante. C'est une image humaine. Nous mettons en cause l'autre avec son armée, avec ses 800 000 hommes de troupes, avec ses gendarmes, avec ses harkas, etc. Uniquement avec la poésie, uniquement avec l'humanisme, uniquement avec l'espoir, uniquement avec le fait que l'Algérie est aux Algériens. Et elle le dit haut et fort. Voilà, alors, moi, il faut m'arrêter, sinon… Sinon, on ira jusqu'au 60e anniversaire, donc on pourra aller jusqu'au 5 juillet à l'aise. Non, il y a beaucoup à dire sur elle, hein. Il y a vraiment beaucoup à dire. Alors, j'aimerais juste apporter un témoignage. Oui. Je suis vraiment sidéré que je suis impliqué quelque part dans cette histoire que vous avez évoquée pour Inal.
Parce qu'il Oui. faut savoir que mon père et M. Saker étaient les deux éléments qui étaient sous la responsabilité de Inal. Au maquis. Oui, oui, mon père et M. Saker, qui étaient à une époque à son élève, donc ils étaient les deux éléments sous les ordres de Inal en 57. Oui, oui, Voilà, c'est mon vrai. Il était père, secrétaire, secrétaire de la zone. voilà, non, mais mon père et Saker, ils étaient sous les ordres de Inal. Oui, oui, oui. Voilà. Et deuxième truc, c'est que dernièrement, j'avais rencontré un certain monsieur Sayah qui est dans la ville de Ras El Mam, Oui, là où j'exerce dans mon cabinet privé, puisque je réside à Tlemcen et je fais la navette quotidienne. Il m'avait, bon, il est décédé dernièrement, il m'avait montré là, bon, c'est entre Dermem et le mont de Al Gore, là où est tombé sur le champ de l'honneur Monsieur Inal. Donc, oui. je traverse ce chemin chaque matinée, très tôt le matin. Et donc, quelque part, et je me souviens de ce que me racontait mon père à propos de l'histoire d'amour de Inal avec bon, Anna, mais je pense qu'il utilisait le prénom, pas Anna, c'était Colette. Colette, voilà. Voilà, elle Et s'appelait donc, Colette. et donc j'ai part de... mon père me disait qu'elle l'a nourri euh, d'algérianité plus que ce qu'aurait pu apporter l'Algérie ou bien ses parents ou bien la société algérienne pour lui. Donc, quelque part, c'est-à-dire son intransigeance et son engagement, y était quelque part grandement nourri par Colette. Voilà. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, Voilà, à donc propos de je suis allé ça, dans le souvenir. dans le Voilà, souvenir, vous me rappelez voilà. une chose qui peut-être, elle était non seulement poète, mais Ouais. elle savait dessiner. Par exemple, et là, il faudrait que l'État et les historiens algériens retrouvent ces documents Mhm. dans les pauses qu'elle faisait dans la cour. Quand il les mettait dans la cour, elle passait son temps à crayonner, à esquisser des portraits de ses co-détenus avec elle. Elle a ainsi dessiné au stylo Jamila Bouhired. Elle a dessiné d'autres, mais on n'a jamais retrouvé ces dessins. Où est-ce qu'ils sont? C'est-à-dire, ça serait d'une importance capitale de retrouver les dessins d'Anna Greki qu'elle a fait des détenus de Selkaji, Tout par à fait. exemple, entre autres. Hein. Oui, ouais. Mais ça doit être dans la famille, je suppose, d'Anna Greki, ou je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Moi, je n'ai jamais retrouvé la trace de ces dessins, mais tout le monde en parle. Hein. Celles qui ont vécu avec Anna Greki Mhm. se souviennent d'elle en train de créer, au stylo, de dessiner les personnes qui étaient là. Elle aimait dessiner, elle aimait la photographie, et elle disait à une de ses copines qui était là, elle lui disait, rappelle-moi, quand on sera indépendant, il faudra faire un film sur Barberousse. Oui, ah, oui. Ça allait loin. Hein. Ça allait Elle était dans le vraiment. souvenir du futur pour impacter qualitativement le présent au-delà du Absolument. souvenir du passé. Donc voilà, elle y Absolument, était absolument. Elle pleinement. était, c'est quelque chose d'ahurissant. Hein. Tout à fait. Euh, et tout ça avec simplicité, avec, comme je le disais tout à l'heure, élégance. C'est vraiment un Le poète génie est élégant. dans la simplicité également. Voilà. Simplicité et l'élégance. Hein, vraiment. Oui, oui. Voilà, Inal. C'était vraiment cet homme-là. Et Oui, oui. Ben, voilà. c'était l'ami intime Vous de mon voulez le père. partage d'écran Allah que yarhamou. vous pouvez Pardon? commenter les photos de... Alors, ça, c'est une des rares photos qu'on a d'Anna Est-ce que vous voyez les Greki. photos que je partage? Alors, ça, c'est Inal. Et c'est une photo qui a été prise, je suppose, soit à Paris, soit avant qu'il ne parte à Paris, à Tlemcen. Et il a fait des études d'histoire et il s'intéressait particulièrement aux problèmes de l'éducation. Il avait fait des recherches sur le niveau de scolarité et le niveau en Algérie à l'époque coloniale. Et il avait retrouvé des interventions à l'Assemblée algérienne où des colons
disait, franchement, mais si vous donnez de l'éducation aux Algériens, avec quels ouvriers nous allons travailler sur nos champs? Alors, vous voyez un peu le type de militant que c'était, hein. Dans le cadre de la colonisation, hein, on n'était pas indépendant. C'est-à-dire qu'il fallait avoir le courage d'affronter de front cette force écrasante et déshumanisante en même temps. Et à Paris, alors là, c'était, vous savez, à Paris, ils ont connu, c'est une période incroyable. À Paris, les Inal connaissaient, par exemple, j'ai retrouvé le témoignage d'un grand historien des îles de l'Atlantique, du côté de Cuba et de Haïti, etc., qui avait fait ses études en même temps que Inal à Paris et qui dédicaçait sa thèse de doctorat à Inal parce qu'il disait j'ai été, c'est une des rares personnes qui a été jusqu'au bout de sa conviction dans le combat anticolonial à cette époque-là. Oui. Et c'est une période inouïe parce que à ce moment-là, il y avait à Paris, il y avait Kateb Yassine, il y avait Siakhem, il y avait Malik Haddad, il y avait Khadda, il y avait l'ami de Khadda, comment il s'appelle, celui qui est de un très grand peintre qui est mort récemment, qui était aussi de Mostaganem. Les deux, ils étaient de Mostaganem. Et ce groupe-là était en contact avec le meilleur des élites françaises de gauche, d'une part, mais ils étaient en contact avec les élites qui venaient des pays de l'Est, comme peintres, écrivains, sculpteurs, etc. Et ces Algériens ont su prendre le meilleur de cette période-là, de ces contacts-là. Le cinéma était très important pour eux. C'était l'époque de Gérard Philippe, c'était l'époque où le cinéma français adaptait les très grandes œuvres littéraires. Par exemple, c'est la période où on a adapté Le Rouge et le Noir de Stendhal au cinéma avec Gérard Philippe, où on a adapté La Chartreuse de Parme, où on a adapté Les Misérables, etc. Donc, ces gens-là étaient dans un mouvement humaniste où on adaptait le meilleur de la littérature française, une littérature critique, une littérature humaine, humanitaire, et donc ça les nourrissait contre le colonialisme. C'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas rencontré d'études, il n'y a pas d'historien qui a travaillé sur cette question, vous voyez, alors qu'elle est très importante. On a su, les Algériens qui venaient de rien, par exemple Khadda, Mohamed Khadda, qui était quelqu'un qui appartenait à une famille pauvre. Son père était palefrenier, c'est-à-dire dans une écurie, il s'occupait du foin et des charrettes. Il était aveugle et il part en France faire des études par un hasard miraculeux et il devient un des fondateurs de la peinture algérienne. Mais ce n'est pas comme ça. C'est dans des rencontres très riches avec des peintres venus d'ailleurs, à Paris, etc. C'est la même chose pour Anna Grigui, c'est la même chose pour Mohamed Harbi, c'est la même chose pour le Sharaf. Le Sharaf, je ne sais pas si vous le savez, j'y reviens, a été professeur de langue arabe au lycée Louis le Grand de Paris. Donc, vous voyez le contexte, ce n'est pas des parias uniquement, etc. C'est une intelligentsia de haut vol, mais l'histoire a fait que ça s'est dispersé. Ça confirme que toute personne n'est que la moyenne des 5 personnes qu'elle fréquente. Et donc, dans cette fréquentation riche en enseignements, ça ne pouvait que nourrir la personnalité de tous ceux qui étaient présents et ensemble. Voilà. On aimerait bien ouvrir le débat s'il y a des personnes qui aimeraient témoigner ou poser des questions. Voilà. Moi, en fait, j'aurais bien voulu, si vous le permettez, j'aurais bien voulu lire le poème que Anna Grecki a écrit
sur la mort d'Yveton. En fait, Yveton, c'était le premier Français à être exécuté, condamné à mort, et le troisième en Algérie. Alors, j'aimerais bien le lire si vous le permettez. Avec Oui. plaisir. Donc, attendez. Ce matin, ils ont osé vous assassiner. C'était un matin clair, aussi doux que les autres, où vous aviez envie de vivre et de chanter. Vivre était votre droit. Vous l'avez refusé pour que, par votre sang, d'autres soient libérés. Et ce matin, ils ont osé vous assassiner. Rompant nuit et silence, cette immense clameur de ces hommes blessés et révoltés, nous apprend, mais trop tard, que de vos cages de fer, ils vous ont retiré. Et cette longue plainte de ces hommes blessés et révoltés, vous suit dans les couloirs interminables de la mort. Vous étiez fiers et calmes, sûrs de votre idéal. Vous côtoyez déjà les martyrs de l'histoire. Leur groupe ardent vous soutenait. Nous sommes tristes et meurtris à travers murs et barreaux qui veulent nous séparer. C'est à vous que nous demandons la force de supporter l'instant de cruauté où le couperait. Puis le coq a chanté ce matin. Ils ont osé vous assassiner. Que vive votre idéal et vos sangs entremêlés pour que demain, ils n'osent plus nous assassiner. Voilà, là c'était un hommage. C'est un hommage à Yveton et puis Oui. en fait à toutes les femmes, à tous les hommes Oui, qui absolument. sont morts en prison, puis après, parce que en fait ils sont nombreux, voilà. Alors, j'attire simplement votre attention sur ce poème. Attention à une chose, c'est un poème extraordinaire qui est très fort et très puissant, mais c'est une autre histoire qu'Anagriki. Ce poème a été écrit par Annie Steiner. Ah C'est d'accord. une autre révolutionnaire. Elle était à Barberousse quelques mois avant l'arrivée d'Anagriki. Anagriki n'a pas vu cette exécution, elle en a vu d'autres, mais pas celle-là. Ça, c'est Oui. la première. Ok. Et Annie Steiner, avant que Anagriki n'arrive, a été transférée à Al-Harrach. Ah d'accord. Ok, d'accord. Donc, ils étaient trois. Ils étaient trois. Il y a l'Aimesh, je crois. Il y avait un autre dont j'ai oublié le nom. Et c'est une histoire, il faut que je vous raconte le tout. Annie Steiner était seule, enfin, il l'avait mise avec des droits communs, c'est-à-dire on ne reconnaissait pas le droit politique. Donc, ça pouvait être des prostituées, ça pouvait être. C'est pour casser la personnalité d'Annie Steiner. Annie Steiner deviendra plus tard, à l'indépendance, il faut le savoir, la secrétaire de Boumedienne. Oui. Donc, Annie Steiner, pour qu'on ne lui enlève pas les poèmes, elle ne pouvait pas les écrire, elle ne pouvait pas les mettre sur papier. Elle les a écrits dans sa tête. Elle n'avait pas de stylo, elle n'avait pas de papier. Elle les apprenait par cœur. Et ce n'est que vers les années 70 qu'elle les a donnés par voie orale à des gens de l'université d'Alger. C'est comme ça qu'on a su qu'Annie Steiner avait écrit ses poèmes. Ok, d'accord. Ok. Vous voyez? Mais ça fait partie de cette histoire. Hein. Simplement, ce n'est pas Anagriki qui a écrit ce poème, c'est Annie Steiner. Okay. Annie Steiner qui était aussi une femme, une jeune femme d'Alger. Il y a eu elle, il y a eu aussi Eliette Fatma Zahralou, qui était la fille d'un colon de la Métidja, qui était en liaison d'ailleurs avec Anagriki. Il y a eu beaucoup de ce type de femmes. Pourquoi? Parce que les forces coloniales ne faisaient pas attention à ces jeunes étudiantes. Ils pensaient qu'elles étaient vraiment des pieds noirs. Elles étaient pour comment penser que
qu'une pied noire peut-être avec les Arabes. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ça ne venait pas à l'esprit à l'époque. Donc, elles étaient clandestines dans le mouvement. Eliette Lou, Anna Greki, Anis Tener. Anis Tener était en relation, c'est elle qui faisait le lien entre Youssef Saadi, non, pas Youssef Saadi, celui qui t'as le congrès de la Soumam, comment il s'appelle qui a été tué au Maroc. Abban Ramadan. Abban Ramadan. Alors, Anis Tener a fait le lien entre Abban Ramadan et la direction du PCA, c'est-à-dire Bachir Hadjali et Hadjras. Vous voyez, donc elle était à haut niveau. Et pour qu'elle puisse passer dans les mailles de la police, de la gendarmerie, des bérets verts, des bérets rouges, etc., c'était des jeunes françaises. Elles paraissaient françaises. Comme Guérouge et comme Comme Guérouge, par exemple. Raymond Péchard, c'est là. Elle est morte alors, avec Raymond Péchard. Cousin, justement, Reski, au Kmamou. Alors, Raymond Péchard, c'est très intéressant. Vous venez de me rappeler quelque chose. Anna Greki est dans quelque chose dans le nom de Raymond Péchard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jacqueline Guérouge était dans le réseau de Yes Saadi. C'est elle qui va donner la bombe à Yveton. Yveton, il devait prendre 2 bombes. Yveton n'avait pas les moyens, il n'en prend qu'une seule. Il rentre à son usine à gaz et il la dépose dans son KGB. Manque de peau, il y a quelqu'un qui le voit et donc il va le donner. Alors, quand la police militaire vient chercher Yveton et il le pressure, il le tenaille et il le torture pour avoir des informations, il va transformer les informations. Jacqueline Guérouge est petite et elle avait une grosse voiture, la Panhard de Guérouge. Parce que pour qu'il passe inaperçu, Guérouge avait acheté une voiture de luxe. Donc, impossible qu'il soit un militant de la cause algérienne. Et donc, il va donner le contraire des informations. Il dit, la dame qui m'a donné la bombe est une grande dame, blonde, yeux bleus, etc. Et elle avait une petite voiture. Or, il se trouve qu'au même moment, Raymond Péchard s'était sauvé de Béjaïa, où elle travaillait à la poste, avec une petite voiture et était venue se réfugier à Alger. Donc, la police a été orientée faussement, non plus sur Jacqueline Guérouge, mais sur une autre personne. Et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a des religieuses à Alger qui prennent en charge Raymond Péchard. Et c'est Anna Greki qui va chercher Raymond Péchard chez les religieuses, qui la met dans sa chambre pendant 4 jours à Boulevard Bru, à côté de la télévision, avant de la remettre au responsable de la Wilaya 4. C'est ça, voilà. En fait, elle est morte avec mon cousin qui s'appelle Oukmamou Areski. Oui. Donc, elle a été... En fait, c'est un hommage à toutes ces femmes que vous avez fait. Franchement, je vous remercie beaucoup. Enfin, pour moi, personnellement. Moi, je n'ai fait qu'essayer de mettre à jour des choses que j'ai pu voir, lire, entendre, etc. Oui. Mais c'est une histoire fabuleuse. Hein. Et en plus, une histoire magnifique. En fait, tous ces gens qui ont énormément souffert, qui ont été condamnés à mort, qui ont vu des choses incroyables, en fait, ils ne parlent pas. Vous savez, moi, ceux qui sont autour de moi, j'ai vécu avec toutes ces personnes dont vous avez parlé, je les connais toutes. Zahia Khalfallah, les Guérouges, c'est nos amis, Daniel Mine, tout le monde, on les connaît tous. C'était des sœurs et frères, c'est pas des amis, ils étaient dans le même groupe. Mais en fait, vous savez, moi, personnellement, je ne les ai jamais entendus parler de… Non, ils ne parlaient pas. Vous voyez, ils n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont fait. Écoutez, ça n'est pas simplement ces militants qui ont connu la torture. Par exemple, moi, mon père était au PPA depuis les années 40 et très engagé dans le PPA. Hein. Il est même allé à la Fédération de France. Il a été dégagé à un moment donné pendant 1 année pour s'occuper des imprimeries clandestines à Paris. Eh bien, je n'ai su ces choses-là que par hasard
une dizaine ou une quinzaine d'années après sa mort. Ça, Jamais personne ne savait rien de sa vie militante à la maison. Peut-être ma et mère, même, mais elle n'a rien dit. c'est ça, leurs enfants ne savent rien en fait. Moi, Rien, je me rien, rien. on a bien connu Yahya Briki, qui était un ami. Enfin, il Ricky, était dans le oui. groupe Yahya. Ouais, Mon mari était avec lui. Mais en fait, bon, il avait été condamné à mort. ouais. Il y avait en prison, il y avait comme Henri Alleg, la question, Alec, pas mal. oui. Hein. Mais il ne parlait pas, ses enfants ne connaissaient pas sa vie, en fait. Il ne Oui, parle oui. pas, voilà, c'est ça. Il parle jamais Il de y avait prison. avec eux, attendez, je m'excuse de vous couper, à la même époque hein, que ces femmes, Alec, etc., il y avait, comment il s'appelle, celui qui était poète et qui est devenu médecin de la Casbah et qui a été tué pendant le terrorisme. Euh, on l'appelait le médecin des pauvres. Ah là là, ce Oui, que c'est voilà, oui, d'être oui. âgé et de perdre sa mémoire. Ici, ici, Félicie, voilà. El Hadif Lissi. Les voilà. hadiths ici, exactement. Il y était. Il y avait un autre poète, c'était celui qui a écrit Rassaman. Oui. Il était aussi à Barbaros. Ils Celui qui étaient était, tous là-bas. celui qui a écrit Il y avait Rassamen, le Bedji. il Bedji. était avec mon mari. Boufdi Zakaria. Mon mari raconte justement qu'il a écrit Rassamen pendant qu'ils étaient en prison, Voilà, en oui, oui, c'est une 56. commande qui lui a été transmise en prison. Voilà, c'est ça. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Ben, c'est moi vraiment. qui vous remercie parce que vous me permettez, vous savez, on a tous le devoir de transmettre le minimum que nous savons sur cette révolution. Vous savez, il y a eu deux révolutions en Oui, dehors du monde dit moderne, développé, c'est au vrai. XXe siècle. Il y a eu le Vietnam et l'Algérie. Point. Et puis en fait, tout le monde doit savoir. La dernière fois, on est allé bon, dans une boutique, je ne me souviens plus, et quelqu'un a parlé de condamné à mort. Et il y a un jeune homme qui a dit, ah bon, pourquoi on a exécuté des gens en Algérie? Vous voyez, donc même, en fait, Ouais. on ne transmet pas assez, en fait. Vous voyez, bon, même Non, pas du les choses ne tout. sont pas du tout connues. Vous voyez, c'est ça, Et même le peu de choses qui est transmis est mal organisé. c'est ça. Il est mal organisé pour qu'on s'en souvienne, pour qu'on le transmette à nouveau. Vous comprenez? Parce qu'il faudrait des revues, il faudrait des émissions de télévision, il faudrait des films, il faudrait des rencontres d'associations, il faudrait, etc., etc. Comme vous le faites si bien, c'est extraordinaire. Moi, quand on m'a dit il y a la possibilité de discuter à travers les ondes, à travers les cieux, avec des gens qui sont dans d'autres aires géographiques, etc., je dis, mais c'est merveilleux. On va le faire. On ne va pas attendre qu'il y ait une maison d'édition qui édite un nouveau livre, une revue, etc. Et là, rien. Eh ben, on le fait. Point. Et puis en C'est plus, très bien. bon, ça c'est pour terminer, en plus, toutes ces personnes, quand on discute avec elles, justement, elles n'ont pas de haine, vous voyez. Moi, enfin, Non, 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 du tout. elles n'ont Hein. pas gardé de Pas haine. du tout. C'est ça la conclusion que je retire, moi, de tout ça, vous voyez. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais rencontré le responsable politique d'Anagriki, parce qu'elle était au Parti communiste. Ok. Et après, dans les années 2014 à peu près, hein, en France, qui était un juif algérien. Vous voyez la complexité de... Et il me dit, je la rencontre à l'indépendance, donc, parce qu'ils se sont vus, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'est en 55. Et puis elle est arrêtée, etc. Lui, il est resté en clandestinité à Alger jusqu'à l'indépendance. Mhm. Il me dit, quand on s'est vu à l'indépendance, on a discuté, il dit, Anna Grecki n'a pas dit un mot de ses tortures. Et il dit, moi, je n'ai pas eu le courage de lui poser la question. Et c'est Son ça, voilà. responsable politique, hein, Oui, oui, c'est ça. ne parle pas de ça. On ne parle pas de Elle ça. n'a pas de haine. En fait, C'était terminé, c'était je vais vous clos. raconter une petite histoire, une dernière histoire. En fait, mon cousin était aussi avec mon mari, il était condamné à mort. Il s'appelle Brahimi Abdessim. Il est mort maintenant. Oui, Et là, il s'est transféré ensuite à Fresnes avant de ouais. sortir après, à l'indépendance. Et en prison, il a été malade. Bon, ensuite, il a fait une infection rénale. Et ensuite, il a fallu, à l'indépendance, après l'indépendance, lui enlever, lui faire une greffe de rein, en fait. Ouais. Et il a été hospitalisé en France. Et qui lui a donné son rein? C'est un Français.
Alors, il a combattu la France, mais quand il parle de son frère Jean, Absolument. c'était tout pour lui. Vous voyez, ça, c'est le... C'est magnifique, mais c'est ça l'humanité, c'est ça Ah, c'est ça, l'humanisme. l'humanisme, voilà. Il n'y a pas de frontières, il y a des frontières avec ceux qui veulent nous remettre en état de Moyen Âge. Voilà, c'est Ah oui, ça. c'est une frontière, mais pas avec ceux avec qui nous voulons vivre, partager, même si nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais la discussion est là, les livres sont là, l'écoute est là, et puis le temps est là pour défaire les contradictions, les contradictions principales, du moins, je pense. Vous savez, Anna Grecki, c'est très émouvant. Au XXe siècle, on en discutera un jour si vous voulez, parce que c'est un autre. On ne se rend pas compte du trésor que nous avons. Il y a 3 poétesses au XXe siècle qui ont une importance considérable. Il y a une Américaine qui a été à l'origine du féminisme dans les années 50 et qui était mariée à un très grand poète anglais, Ted Hughes, et elle s'est suicidée pour des raisons diverses, etc. La deuxième poétesse est une Iranienne. Elle a un nom un peu difficile que je ne retiens pas. Elle était amie avec un certain nombre de cinéastes de la Nouvelle Vague. Elle a joué dans des films de la Nouvelle Vague. Elle est morte dans un accident de la circulation. Morte jeune comme la première. Et c'est la même chose pour Anna Grecki. Elle est morte à 35 ans. Les 3 sont 3 grandes poétesses, l'une américaine, l'autre iranienne et l'algérienne, et toutes sont mortes très jeunes. Et elles sont très puissantes toutes les 3. Un jour, elle s'appelle Farazda, l'iranienne. D'ailleurs, il faudrait un jour peut-être faire une émission sur ces 3 personnalités différentes, de continents différents, et qui ont vécu à peu près à la même période et qui ont connu à peu près la même trajectoire et qui sont mortes très jeunes, toutes les 3. Elles ont brûlé leur oxygène. Elles ont brûlé à fond leur oxygène. C'est ça. En tout cas, moi, je sais pas, vous m'avez mis dans un état presque de transe parce que moi, j'ai travaillé presque 4 ans sur ce projet. C'était très difficile. Il n'y avait pratiquement pas de documentation en Algérie. C'est très, très beau. C'est un très beau livre. Il a fallu que je pique des bribes à droite et à gauche. Et j'ai eu la chance de rencontrer des militantes. Comme moi, je vivais dans un certain milieu, j'ai pu rencontrer assez facilement d'anciens condamnés à mort, des gens qui étaient à Barberousse, des gens qui ont été torturés, des gens... et sinon, on n'aurait pas pu faire le livre. Oui, d'ailleurs, à un moment donné, j'étais tellement désespéré que j'allais écrire un livre qui s'appelait « Comment ne pas écrire un livre sur l'histoire d'Algérie contemporaine ». Oui, puis en plus de ça, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes, comme Jamila. Il y a beaucoup de Jamila. Il y a Jacqueline Guérouge est morte, sa fille aussi. Mais Jacqueline Guérouge a écrit, elle a écrit un livre qui s'appelle Des prisons et des douars, chez Edif 2000. Il faut le lire. C'est un livre qui a été édité en Algérie. Des prisons et des douars. Notez-le, chez Edif 2000, E-D-I-F 2000. C'est une maison d'édition algérienne. Elle a écrit, Jacqueline Guérouge. Oui, les autres n'ont pas laissé de traces. J'ai parlé tout à l'heure de Zohor Zerari, qui a écrit Carnet de prison. Djabali, qui a écrit des pièces de théâtre. Qui a écrit enfin, ça ne me revient pas comme ça. Mais là, nous sommes responsables de ce trésor de poésie qu'il faut ramasser et nous allons, nous, disparaître. Il faut le transmettre aux nouvelles générations. Elles ne le connaissent pas. Elles ne le connaissent pas du tout. C'est comme si vous disiez en France, les gens de l'université de Paris, de la Sorbonne, ne connaissent pas Victor Hugo. C'est la folie. Ou ne connaissent pas Jules Verne. Ou ne connaissent pas Romain Roland, ou ne connaissent pas, etc. Eh bien, beaucoup de gens ne connaissent pas Anna Grecki. Ils ne savent pas qui c'est. Nous, on ne la connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas. Mais c'est un personnage très attachant, très
Moi, je devais faire un deuxième livre sur elle parce que, en fait, j'ai centré mon travail de recherche sur la période de la guerre de libération. Parce qu'après, c'est une autre histoire, hein. Parce qu'elle était très critique, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui avait la langue dans sa poche, et qui, quand elle pensait quelque chose, elle le disait à haute voix. Ce n'est pas quelqu'un qui avait peur de quoi que ce soit. Par exemple, je vous donne un simple détail, mais c'est vraiment entre nous. Un jour, après le coup d'État du 19 juin 65, elle connaissait Aït Ahmed. Elle lui a proposé de le cacher chez elle. Et il lui a dit non, non, je pars en France. Vous voyez, donc, cette histoire, il faut la raconter, il faut la mettre sur écrit. C'est pas le fait que les dissociés. C'est l'âme des Algériens. Les Algériens sont des gens qui ont été tellement écrasés par la colonisation qu'ils ont voulu regagner leur dignité. Ils ont voulu regagner leur territoire. Ils ont voulu regagner leur couscous, leur blé, tout ce qui fait la vie, quoi, je veux dire. Et elle participe de ce mouvement, simplement. Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, vous auriez d'autres questions? Je ne sais pas. Il faut plus me poser des questions que me laisser Donc, les parler. micros sont actifs. Oui. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent participer? Les micros sont ouverts. Alors, moi, j'ai une question. Qui est M. Abdelrahman Djelfaoui? Et quand il a Oula. connu Anna Gréky? Là, c'est une histoire d'un autre livre. Vous savez, j'avais ce livre depuis la fin des années 60 à la maison. C'est simple. Mon père était l'ami de l'Ashraf. L'Ashraf venait à la maison, il venait manger du couscous, il venait prendre un café, etc. Et le livre était à la maison. Mais moi, je ne faisais pas attention. Le livre, c'est après que j'ai su que c'était l'Ashraf qui avait ramené le livre à la maison. Moi, j'étais adolescent, j'étais au lycée Merham Kader. Et je lisais beaucoup la poésie, je lisais beaucoup Rimbaud, Aragon, Baudelaire, etc. Et parmi tous ces auteurs-là, cet auteur-là, que je ne connaissais pas, je ne savais même pas qui c'était, Anna Gréky, on m'avait dit vaguement qu'elle était morte, mais sa poésie me plaisait. Pendant des années, j'ai lu, relu, relu. Et le Sharaf était là, au lieu de lui poser des questions, je ne savais pas qu'il la connaissait, au lieu de j'avais pas lu la préface, vous voyez un peu l'inattention d'un lycéen, je ne lisais que les poèmes d'Anna Gréky. Et c'est comme ça que je me suis imprégné très profondément de la poésie d'Anna Gréky. Donc, pour moi, un jour, je me dit, mais oh, comment elle a écrit ça? Comment, au sens physique, elle a écrit tout cela? Et donc, je me suis mis à faire des recherches. Et parce que je venais d'écrire un livre avant, vous savez, c'était la période où quelle est l'identité des Algériens? Sommes-nous des Amazirs? Sommes-nous des Arabes? Sommes-nous des Méditerranéens? Sommes-nous des Africains? Sommes-nous je ne sais pas quoi, etc. Moi, j'avais écrit un livre avec le professeur Grango, qui s'appelle le professeur Grango d'Alger Al-Jazer, qui raconte sa vie. Vous savez que Grango est un très grand pédiatre. Allah yarhamou, il est mort il y a quelques années. C'était un Algérien d'origine pied noir, mais un Algérien. Et donc, avec lui, d'ailleurs, j'avais mis 4 mois à le convaincre. C'était aussi quelqu'un de très discret. Il me disait, pourquoi vous voulez que j'écrive un livre? Ça ne sert à rien. Moi, je suis un médecin. Laissez-moi tranquille, etc. C'est un bon ami, hein. Et j'ai mis 4 mois à le convaincre. Et la famille de Grango était étonnée que je sois arrivé à convaincre Grango de faire un livre d'interview. Et il a raconté des choses. Quand le livre a été terminé, il est sorti. Il y a eu plusieurs éditions de ce livre. Sa femme est venue me voir. Elle m'a dit, mais il dit dans ce livre, vous lui faites dire des choses que je ne savais jamais. Je n'ai jamais su. Il n'avait pas dit des choses sur son enfance, sur qu'est-ce qui se passait à l'hôpital Mustapha dans les années 50, les liens, parce qu'il était lié au professeur Kadash, l'historien. C'était un réseau avec Kadash. Kadash était dans les comment on appelle ça,
les scouts musulmans algériens. Et donc, Drango était celui qui faisait le transfert d'une partie des médicaments à Kadash, qui faisait le transfert vers l'ALN. Vous voyez comment les choses… Donc, après le livre sur Drango, je me suis dit, mais moi, il faut… Parce que moi, je suis poète aussi. Je me rapproche de mes activités. Quel est le poète qui… Et puis, j'ai trouvé cette poétesse que je lis depuis l'adolescence. Et je fais un livre sur elle. Mais ça a été un casse-tête parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je ne suis jamais tombé sur un texte manuscrit de la main d'Anagriki. Je ne connais pas son écriture. C'est pour vous dire, il n'y a pas de document. Il a fallu travailler, il a fallu inventer, il a fallu téléphoner à Paris, il a fallu téléphoner à Harbi qui m'a aidé, des compagnes, Iril Hariz, etc. Ça a été très compliqué de mettre bout à bout, et j'ai voulu faire ce livre d'ailleurs dans une forme un peu qui peut paraître de l'extérieur décousue. C'est comme si on découvrait petit à petit les morceaux d'un puzzle. Et c'est exactement comment j'ai travaillé. Parce que je n'ai pas connu Anagreki de A à Z. Je l'ai connu par morceaux. Et il a fallu mettre en place les morceaux. C'est ça l'histoire de ce livre un peu. Voilà. Alors, Djelfaoui, qui c'est… Moi, je suis en fait cinéaste de formation. J'ai fait mes études de cinéma à Prague. J'ai travaillé à la télévision pendant un certain temps. Et quand j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire dans ce domaine, je suis sorti pour aller faire du journalisme. Donc, j'ai travaillé un peu à Alger républicain, j'ai travaillé à l'Ouatan, j'ai travaillé au Soir d'Algérie, j'ai travaillé dans un journal qui a disparu, qui s'appelle Le Siècle, et qui appartenait au commandant Asdin. J'ai travaillé, voilà, j'ai travaillé dans plusieurs journaux, et puis c'était très difficile à vivre, parce que vous savez, quand on est journaliste, on fait des petites piges, on reçoit des petits salaires, des petits chèques. Et bon, je me suis réorienté après. Je suis devenu directeur de la communication dans plusieurs boîtes d'informatique. Et en même temps, j'écrivais des livres. Et mon premier livre s'appelle Bab el Oued, ville ouverte. C'est une enquête sur Bab el Oued, le plus grand quartier populaire d'Algérie, à la fin du terrorisme. Qu'est-ce que c'est un quartier à la fin du terrorisme? J'ai fait cette enquête pendant 1 an. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Bab el Oued, ville ouverte. Il est paru en France aux éditions Méditerranée. Et ensuite, bon, j'ai écrit le livre sur Drango, j'ai écrit des recueils de poésie dont, je sais pas, je ne l'ai pas sous la main ici, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, le voilà. C'est le premier, le premier. Alors, ça, c'était la maison d'édition de la poétesse Zine Blawitch qui a publié ce premier recueil qui s'appelle Ô ville de 100 lieues, ville noire, où je règle mes comptes avec Alger sur le plan poétique. Vous voyez, c'est tout un monde, c'est tout un… Je ne sais pas comment vous dire. Aujourd'hui, j'essaye… bon, comme l'édition s'est écrasée un petit peu, eh ben, je travaille beaucoup la photographie. Je suis sur plusieurs réseaux internationaux de photographes et je fais de la photographie. Voilà. J'écris un peu de poésie, je fais de la photographie. J'ai un blog où j'écris quand je voyage à travers l'Algérie ou ailleurs. J'écris, je fais des photos et j'écris et je publie. Je fais ce que je peux. On essaye. Voilà. Je ne sais pas si… Bravo. Après, on va partager le lien du blog. Le blog s'appelle… Je peux envoyer à Maha et elle vous le transmet. Le blog s'appelle Le Sel de la Terre et il paraît sur un réseau qui est Blogspot. Oui. Blogspot, Djelfaoui Abdelrahman, Le Sel de la Terre. Parce qu'il y a beaucoup de sel de la Terre. Hein. Mais c'est celui de Djelfaoui Abdelrahman. Ça fait plusieurs années que j'écris. Oh, il y a beaucoup de papiers sur Anagreki.
J'ai été invité à Paris il y a quelques années à la sortie du livre Anagriki à Versailles. Et donc, j'avais fait un papier sur Anagriki à Paris. J'avais fait un papier sur Anagriki à Batna, parce qu'il y a eu un colloque international à Batna il y a quelques années sur Anagriki. J'ai fait aussi un papier sur une association à Boufarik, une petite ville de la Metidja, où une petite association m'avait invité à faire un exposé sur Anagriki, etc. Voilà, c'est un peu mon parcours. C'est une sorte de bloc-notes, photo et écriture. Je l'enverrai à Maha si vous voulez, parce que là, il faudrait que je rentre dans mon ordinateur. Or, il faut que je coupe pour pouvoir rentrer et vous donner le… J'ai une mauvaise mémoire, en fait, donc je ne peux pas vous le donner de tête. C'est Blogspot, le sel de la terre, Djelfaoui Abdrahman. Vous trouverez. Mais je vous l'envoie si vous voulez ce soir. Je vous envoie un de ces papiers et vous pouvez le faire. Une fois que vous avez ce papier, vous pouvez rentrer dans le blog, dans les autres papiers. Il n'y a pas de problème. Et votre papa a milité avec, en principe, Mohamed Genanesh, c'est ça? Non, Genanesh est beaucoup plus… Genanesh, c'est la première génération de l'étoile nord-africaine. Par contre, le fils de Genanesh était mon ami, il faisait du théâtre à Alger. Amin. À Alger, c'était le petit théâtre. Oui, Amin. Et Genanesh, non, si vous voulez, mon père, c'est la génération 1940, 1960. C'est la génération avec l'Ashraf. Mon père a connu Talib Abdrahman. Il était dans la même cellule du PPA que Talib. Oui. Ben, l'oncle de mon père est Mohamed Genanesh. Eh ben, vous voyez, on est dans un village. On est dans un petit village. Voilà. Le monde est petit. Le monde est petit. Le monde est petit et grand. Ouais, c'est ça l'étonnement. Et c'est ça la poésie. La poésie, c'est de l'étonnement. Et l'étonnement ouvre des perspectives, ouvre des questionnements, ouvre des relations nouvelles, de convivialité, d'écoute. Et c'est comme ça qu'on avance. Je pense. Tout à fait. Voilà. Donc, je vous donne le mot de la fin. On vous remercie pour cette moi qui vous remercie soirée. sincèrement. Hein, sincèrement, c'est une dette que j'ai envers Anna. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous lire le poème que je lui dédie à la fin du livre. Dans le livre d'Anagriki, je termine le livre avec un poème que j'ai écrit pour Anagriki. Et voilà, mon poème s'appelle… Je peux? Oui, bien sûr. Mon au revoir. T'oubliera-t-on encore, toi l'oublié des saccages, ô suave femme du séisme? T'oubliera-t-on, toi qui caressais le sable des champs en devenir, hors les coquillages et l'envol d'oiseaux, leurs rêves en plumes solidaires? Telle la déesse d'un monde ancien, perdu sur une terre trop neuve, si fugitive, la gorge nouée, le sourire bon, étincelant, comme un vent tu ne pouvais vivre qu'en retournant à l'enfance, pieds nus, au-delà les pièges d'horizon et de perdrix au lycée des lèvres de la blessure. M'éveiller, enjouer, diras-tu, n'être de nulle part qu'en ailleurs de leur être, portant ton corps dans un corps où bat ton sang, espoir de ses écluses, toi, qu'on a voulu réduire à la paillasse, crevée, t'éveiller d'un souffle trouble, gorge rouillée, larmes cadenassées, jouir d'une bouffée âcre, d'une liberté rousse de part et d'autre de la grande bleue, pour refuser encore et encore leur réalité lobotomisée. Aller jusqu'à la Jérusalem, tu n'y auras pas été. Te remémorer ce que susurraient les cascades andalouses, seulement tes serments, pays de pentes fières, que l'enfance a planté, point venteux, tu replantes fierté, souvenir, souveraine aux commissures et seuils de ton destin. Voilà, c'est un poème hommage à une femme qui nous a rendu tous les hommages que l'on peut imaginer. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup.
C'est Je nous vous qui vous souhaite remercions. d'agréables moments, un été agréable. Je vous souhaite une belle fête Merci. nationale. On Merci. a le droit vraiment de la fêter en toute Tout à fait. fierté, même si beaucoup de choses ne vont pas très bien. Je vous souhaite d'agréables vacances et, Merci. comme disaient nos amis belges, à tantôt. Voilà, Voilà. Merci beaucoup. Bonne je vous en soirée et prie. je remercie tout le monde d'avoir participé. Et à la prochaine. Merci À la beaucoup. prochaine, Inch'Allah. Philemon, À merci bien. Philemon. Bonne soirée. À la prochaine. Passez une bonne À la soirée. prochaine. À très Merci Merci. bientôt. bien. Merci à Merci toutes. Merci à beaucoup. tous. Et au revoir.